Donc voilà, bonsoir tout le monde. Buenas tardes, à l'accoutumée, donc comme à l'accoutumée. Donc on va démarrer donc ce Weba Youno intitulé Sécurité juridique des affaires. On a voulu donc sécurité parce que ça donne plus de consistance que stabilité, parce que par sécurité, donc il y a aussi le fait qu'on doit suivre les mutations et l'adaptation par rapport au marché. Donc, les dispositions juridiques peuvent, à un moment donné, muer. Et puis, c'est pour ça qu'on l'a donc intitulé sécurité juridique. Donc, sans trop tarder, je vais donner la parole à Hafed, qui est le modérateur de ce Weba Youno, et je vous reprends à la fin pour vous dire au revoir. Merci beaucoup. Merci. À toi, Hafed. Ton micro est fermé, Hafid. Maintenant, c'est bon? C'est bon. Salam alaikum, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mahrez Aït Belkacem, qui va nous exposer sur des slides la sécurité juridique et la liberté d'investissement en Algérie. On l'a fait d'une manière en coordination avec la loi de finances complémentaire qui libère beaucoup de choses aujourd'hui et ça va aussi pour les investissements, surtout avoir la sécurité pour les investisseurs en Algérie. Mahrez Zaid Belkacem est un élève de l'ENA et il a un magistère en droit des entreprises. Il est cadre supérieur de l'État et ancien rapporteur du CNES. Il est membre du CAIR. Il active beaucoup dans le plan associatif avec beaucoup d'associations, qui soient nationales ou internationales. Et donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Mahrez, à toi. Merci, Hafid. Je n'ai pas entendu toutes les méchancetés que tu as pu dire sur moi, mais bon, je te fais confiance. Lorsque tu m'as demandé de traiter ce sujet, je me suis posé un certain nombre de questions et notamment je suis allé voir la jurisprudence d'une façon générale, en particulier celle du Conseil constitutionnel. On aura l'occasion d'en parler. Alors, il s'agit là de deux concepts essentiels à l'activité économique en économie de marché. Donc, je pense qu'il faut les prendre d'abord, la question de la liberté d'investir. On peut passer au slide suivant. La liberté d'investir et la liberté d'investir renvoie à la liberté économique d'une façon générale. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que cette liberté économique et comment elle intervient dans notre pays. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle se détermine par la capacité de chacun de mener une activité économique sans interférence de l'État, dans la mesure où cette activité respecte les mêmes droits accordés à l'ensemble des citoyens. Alors là, je mets l'accent sur l'interférence de l'État. Si on regarde un peu les définitions internationales, on retrouve un certain nombre d'éléments qu'on retrouve absolument chez tous les benchmarks en général pour essayer d'identifier cette liberté économique. Alors, la liberté économique, elle se détermine, comme je le disais, par la capacité de chacun à mener une activité économique sans interférence de l'État, à condition, bien entendu, que cette activité respecte les règles établies dans cette société. Et là, qui est l'arbitre donc, de cette application, bien entendu, c'est l'État qui est l'arbitre du respect des règles de fonctionnement. Il faut qu'il s'inquiète du même accès à l'information, du respect de la concurrence loyale, etc. C'est des éléments connus. Toutefois, il est admis depuis, on va dire, on peut donner une date depuis 1989 avec la chute du mur de Berlin,
que l'effondrement du système étatique, on s'est rendu compte que le marché est bien meilleur gestionnaire que ne peut l'être le public, l'État. Mais on sait aussi que le marché, il est plutôt myope et incapable de vision à long terme. Donc, le débat qui nous est donc proposé aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la place que doit jouer l'État. Il y en a qui voudraient que ce soit donc un État interventionniste pour protéger le maximum, et d'autres qui souhaitent que l'État soit intervienne le moins possible dans l'activité économique. Alors, c'est classique, vous savez, ce genre de débat, on appelle ça le débat moins d'État versus plus d'État, alors que la vraie question, ça reste quand même le mieux d'État. On a dépassé ce débat de pas d'État ou peu d'État et plus d'État par cette formule qui est beaucoup plus judicieuse, à savoir aspirer à un mieux d'État, n'est-ce pas? Parce que l'État, on ne peut pas s'en débarrasser, et il a un rôle essentiel à jouer parce que le marché, on le sait depuis Adam Smith, que la main invisible… Mahrez, oui? S'il te plaît, on ne te voit pas bien. Voilà, on ne te voit pas bien. Voilà, voilà. Là, comme ça, on te voit. Okay. Merci. Très bien. Très bien. Donc, on sait que l'État a un rôle essentiel à jouer, et il faut qu'il ne se trompe pas de rôle et qu'il n'interfère pas. Et nous avons vécu jusqu'à 1989, c'est des formules comme ça, c'est des périodes qui nous permettent d'identifier des phases historiques, mais qui ne sont pas de façon rigoureuse séparées. Disons que à partir de, pourquoi 89? Parce que 89, il y a eu la Constitution de 1989 qui a, juridiquement en tout cas, fait un sort à l'étatisme. Donc, alors, depuis que officiellement l'Algérie n'est plus un État socialiste, puisque si vous regardez la Constitution de 1989, tous les éléments qui avaient tout le référentiel sur l'étatisme et le socialisme ont disparu. Tous ces éléments ont disparu pour donc donner lieu à quelque chose de nouveau du point de vue juridique, mais on le sait très bien, et les chefs d'entreprise et les entrepreneurs que vous êtes savent très bien que l'économie de marché n'est pas encore installée comme elle devrait l'être. Alors, on se pose la question de savoir comment on examine le degré de liberté des économies. Ben, c'est connu, c'est les benchmarks. Le plus connu, vous le savez, c'est le Doing Business, mais il y en a d'autres. Il y a le forum de Davos, le World Economic Forum, qui donc examine la compétitivité des entreprises, des États. Mahrez, pardon, le slide sur le Doing Business, il n'y est pas, on est toujours dans le deuxième slide. Alors, il faut passer au-delà. Voilà, exactement. Bon, je ne sais pas qui c'est qui a la main. Je ne sais pas qui c'est qui a la main, mais le Doing Business, c'est intéressant. C'est notre ami Nadir. Bon, allez-y, plus loin, parce que là, encore. Donc, encore. Alors, c'est là. Voilà. Donc, il y a Doing Business, il y a le World Economic Forum, le forum de Davos, qui existe depuis 1971. Il y a l'index de la fondation Heritage, qui examine aussi le degré de liberté économique d'un certain nombre de pays. Et puis, on va y arriver. Enfin, un autre benchmark que je connais mieux, c'est l'Institut Fraser. C'est un institut canadien, n'est-ce pas? Et qui, chaque année, établit alors
Alors, on passe à l'autre. Voilà. Alors, le Doing Business pour l'année 2020 a placé l'Algérie à la 157e place comparé à 190 pays. Donc, 157, ça fait quand même assez loin vers la fin. Le Forum économique pour 2019, c'est le seul qui est à peu près disons, clément pour l'économie algérienne, puisqu'il nous classe à la 92e place sur 141 pays. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça peut s'expliquer, le forum de Davos, depuis quelque temps, essaye d'introduire un certain nombre d'éléments pour, disons, dans la critériologie, des questions qui sont en rapport avec la qualité de vie, etc. Et la Fondation Héritage, on est pratiquement parmi les derniers, on est 172e sur 180 pays, mais la Fondation Héritage, c'est la fondation de ce qu'on appelle les libertariens qui ne veulent rien entendre, qui veulent réduire le rôle de l'État à sa plus simple expression. Donc c'est un peu, on va dire, les ultralibéraux. Et enfin, l'Institut Fraser, qui est donc placé, qui évalue et qui compare les pays, les économies nationales de 162 pays en ce qui concerne la liberté économique, et il a classé l'Algérie l'année dernière à la 159e place. Alors, je me souviens dans le début des années 2010, je revenais de Muscat où l'Institut Fraser avait invité donc des représentants de tous les pays MENA, et nous étions déjà et nous sommes toujours parmi les derniers. Pour ce qui concerne les pays MENA, nous sommes les derniers, quasiment les derniers. Et je me souviens avoir fait une présentation pour le camp de Caire. J'avais été à Caire. Ensuite, j'avais fait une matinale de Caire pour présenter la situation de l'Algérie. Et pendant les débats, on m'a dit mais à quoi ça sert? C'est souvent, vous savez, les Algériens, d'une façon générale, sont friands de la théorie du complot. On a l'impression que tous ces benchmarks se sont organisés pour dire du mal de l'Algérie. Et on m'avait posé la question, à quoi ça sert? Ben, ça sert si on veut, et je crois que c'est plus jamais à l'ordre du jour, si on veut attirer les investissements directs étrangers, les investisseurs étrangers, la première des choses qu'ils voient, ils vont regarder votre rating sur les benchmarks internationaux. Et si vous voulez attirer, jusqu'à présent, on ne s'est pas trop préoccupé de ça. Aujourd'hui, de plus en plus, je crois que c'est une priorité, c'est une préoccupation qui devient de plus en plus sérieuse. Les benchmarks doivent préoccuper les pouvoirs publics algériens s'ils veulent offrir une image favorable pour attirer les IDE. Alors, comment sont utilisés quels sont les items, quels sont les critères que les différents benchmarks, il y en a encore plus, hein, je me suis arrêté volontairement. Alors, quels sont les items? Eh bien, en général, ils sont, vous savez, vous pouvez les retrouver dans la plupart des réflexions, des études qui se préoccupent du climat des affaires dans les pays. D'ailleurs, vous connaissez, les gens de la CCI connaissent le fameux PRE de Caire. Le PRE, c'était le programme des réformes économiques pour l'entreprise qu'il y a quelques années, j'ai eu l'honneur de diriger. C'était un gros projet qui a permis de rencontrer un certain nombre, quelques 250 chefs d'entreprise de divers secteurs d'activité, de diverses importances, ainsi que
des APOP, des associations professionnelles et des organisations patronales, et qui sont d'ailleurs signataires de ce PREE, on retrouve à peu près les mêmes items. Il y a 5 grands axes. Ces axes-là que je retrouve, ils sont assez connus. C'est la gouvernance et l'action de l'État, la compétitivité des entreprises, le financement des entreprises, la fiscalité et le capital humain. Si vous regardez les 10 que j'ai évoqués, on les retrouve. Liberté d'entreprise, protection de la propriété privée, liberté des échanges, poids des taxes et impôts sur dépenses du gouvernement, stabilité monétaire, liberté d'investissement, dérégulation financière, lutte contre la corruption, libéralisation du travail. Donc, c'est à peu près libéralisation du travail, on peut le retrouver dans le 5e axe du PRE capital humain. Alors, peut-être qu'on va s'intéresser à 2 ou 3. Alors, oui, pour qu'on s'entende sur ce de quoi on parle, on passe au slide suivant et on définit l'indice de liberté économique. Il peut être défini, et c'est à peu près la même définition dans la plupart des benchmarks qu'on a évoqués ou ceux qu'on n'a pas le temps de voir. La liberté économique est définie comme la forme la plus élevée de liberté économique qui assure un droit absolu à la propriété privée, j'insiste sur ce point, et qui permet une liberté totale de mouvement pour les salariés, les capitaux et les biens, mais c'est aussi l'absence totale de coercition ou de contrainte sur la liberté économique, sauf si l'État veut intervenir pour protéger et maintenir la liberté elle-même. Ça, autant vous dire que c'est une ligne d'horizon. Ça n'existe dans aucun pays. Et mais la ligne d'horizon, elle est importante pour le capitaine d'un bateau. Ça lui permet d'établir son cap par rapport à cette ligne imaginaire qui permet d'avancer. Alors, la liberté économique, c'est donc quelque chose qui constitue un équilibre entre la liberté individuelle d'entreprendre ou d'investir et le devoir pour la collectivité publique de veiller aux règles du jeu économique dans le respect des droits de tout un chacun. C'est un élément qu'il faut avoir. C'est un équilibre instable, permanent, qui est susceptible toutefois d'être remis en cause en permanence. Nous le savons, les différentes lois qui sont prises par notre État, très souvent, s'éloignent de ce que devrait être la liberté économique qui est censée être préservée par l'État et en particulier par la Constitution. Alors, on va dire, slide suivant, je voudrais faire un petit élément concernant la propriété privée. Parce que les items que j'ai évoqués et qu'on peut retrouver absolument dans quasiment tous les benchmarks que j'ai eu à observer, le statut de la propriété privée a un rôle essentiel. Donc, les gens qui veulent s'intéresser à l'investissement d'un pays, à l'intérieur du pays ou dans un autre pays, ils se préoccupent préalablement du statut de la propriété privée. Alors, je voudrais faire un petit historique constitutionnel parce que c'est un élément essentiel, donc. Et en 1963, l'Algérie révolutionnaire, elle sortait de 132 ans de colonisation, elle élude purement et simplement la protection de la propriété privée. Elle n'en parle pas. Vous pouvez chercher n'importe quel article de la Constitution de 63 qui, de toute façon, a été suspendu l'année d'après par le président Ben Bella et où, par la suite, on n'a plus parlé de constitution. Il y a eu une mini-constitution après le 19 juin 65, après le coup d'État du président Boumedienne. Et nous avons vécu sous le règne de cette
de cette petite constitution qui a éludé la question purement et simplement. Jusqu'à 1900, donc on passe à un autre slide, jusqu'à 1976, où là c'était le règne absolu du socialisme, et l'Algérie socialiste avait placé sous très haute suspicion la propriété privée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'article 16 qui avait placé la propriété privée sous haute surveillance, et en particulier la propriété privée dans l'activité économique. Vous vous rappelez certainement de cette formule du concept de propriété privée non exploiteuse, et qui faisait qu'il suffisait que les pouvoirs publics, il n'y avait pas besoin qu'on aille jusqu'au gouvernement ou au chef de l'État. Un wali pouvait tout simplement déclarer une activité comme exploiteuse pour étatiser, nationaliser une activité privée, économique, parce que exploiteuse. Et l'article 16, il y a un article 14 qui faisait pendant à cet article 16 et qui, lui, taillait une part léonine à l'activité, à la propriété étatique. Alors, pour rappel, pour ceux qui s'en rappellent, en 89-90, avec, plutôt en 88-89, avec les réformateurs, le gouvernement Hamrouch, avait eu toutes les difficultés du monde pour essayer d'introduire des éléments de libéralisation de l'activité économique. Je me rappelle toutes les difficultés qu'il y a eu sur la loi sur l'autonomie des entreprises. Certaines dispositions ont frisé l'inconstitutionnalité de beaucoup d'articles qui s'opposaient justement, qui étaient confrontés à cet article 14, qui était un article totalement stalinien. Alors, enfin, en 89, il y a eu une rupture systémique. La Constitution de 89, pour une fois, formellement, la propriété privée acquiert la garantie constitutionnelle. C'est le fameux article 64 toujours en vigueur. Et puis, un autre concept antinomique de l'étatisme est introduit dans la Constitution, c'est la fameuse liberté d'industrie et du commerce. Là, effectivement, c'est une formule toujours bien entendue du point de vue formel. Hein. Alors, en 2016, vous savez, la fameuse réforme constitutionnelle de 2016 du président Bouteflika, dans son article 43, d'ailleurs, entre parenthèses, les dispositions de cette réforme sont passées, à mon avis, vraiment complètement inaperçues. Alors qu'il y a de véritables, je prends des risques en disant ce que je vais dire, il y a de véritables avancées démocratiques qui sont contenues dans la Constitution, la révision de 2016. Et par exemple, pour ce qui concerne la question qui nous intéresse, on a parlé de la liberté d'investissement et de commerce qui est reconnue constitutionnellement, article 43, et on donne ordre, on donne mission à l'État d'œuvrer à améliorer le climat des affaires. C'est absolument nouveau. Et l'État doit encourager sans discrimination. J'ai mis ça en rouge pour une raison bien simple. C'est parce que on sait à quoi ça répond. Ça répond à la fameuse discrimination entre l'entreprise publique et l'entreprise privée. Quel que soit le discours qu'on a tenu, il y a une différence très nette entre le traitement que l'État réserve à l'entreprise publique par rapport à celui qu'il réserve à l'entreprise privée. L'épanouissement des entreprises au service du développement économique et social. Donc les entreprises, là, il n'y a plus d'entreprises publiques, d'entreprises privées, elles sont au service du développement. L'État, sa mission, c'est de réguler le marché et il interdit le monopole et la concurrence déloyale. Alors, je voudrais juste rapidement sur ce point-là
dire que les membres de la commission Laraba, qui a pour mission donc de réformer la Constitution, proposent, bien sûr ce n'est pas du droit positif, mais c'est des tendances, c'est ce que propose donc cette commission. On rappelle que la liberté du commerce et de l'industrie est garantie, donc ça c'est un rappel ferme. On rappelle aussi que la loi définit les investissements dont le caractère stratégique impose une participation majoritaire ou un contrôle direct ou indirect de l'État. On voit ici donc les effets de la loi de finances complémentaire 2009, puisque on a compris que cette LFC de 2009 a beaucoup été contestée. Et d'ailleurs, avec la loi de finances complémentaire pour 2020, on a fait un sort à cette histoire, ces fameuses restrictions de la propriété d'une façon, ou de l'investissement surtout, avec cette histoire donc de 49-51. Et là, ça suggère donc qu'on va obliger les gens uniquement, on a restreint le champ où l'État peut imposer une restriction de l'intervention des investisseurs, notamment étrangers. Enfin, la loi prévoit des mécanismes appropriés, destinés, etc. etc. On passe à l'autre slide. Voilà un peu les éléments que je voulais dire à propos de la liberté économique. On parlera dans le débat, si vous voulez, d'autres éléments plus pointus. Alors, maintenant, la sécurité juridique. Le deuxième thème, c'est le thème de la sécurité juridique. Bon, en matière de sécurité juridique, il y a 3 principes de base qui devraient, en tout cas qui rassurent les investisseurs quand ils se soucient d'intervenir dans un pays donné. La première chose, c'est la connaissance préalable du droit qui est appliqué. La deuxième, la rétroactivité ou la non-rétroactivité de la loi. Et enfin, la suprématie de la loi sur le juge. On va passer en revue chacun de ces points-là. Donc, on passe à la prochaine slide. La connaissance du droit appliqué. Alors, vous connaissez tous le fameux adage « nul n'est censé ignorer la loi ». Ce qui signifie en droit que vous ne pouvez pas aller voir un juge et lui dire « moi, je ne savais pas que cette loi existait ». C'est bien beau, mais dans la pratique, il y a une telle complexité des textes qu'il faut vraiment être un juriste très averti, disposant de documents, d'outils de recherche particulièrement performants pour pouvoir ne pas ignorer la loi. Donc, un des éléments pour un peu pondérer cet adage censé ignorer la loi, c'est la codification. C'est essentiel. Il faut que quelque part, dans un code, on trouve absolument tous les textes qui s'appliquent. Pour ce qui concerne nous concernant, c'est la question de l'investissement. Il faut qu'on retrouve absolument tous les textes. Et vous savez que parfois, quand un texte abroge de façon explicite un autre texte, il n'y a pas de problème. Mais très souvent, il y a une technique juridique qui s'appelle l'abrogation tacite, c'est-à-dire si 2 articles interviennent dans des périodes qui ne sont pas les mêmes, s'ils sont de même niveau, le plus récent annule le plus ancien. Mais tout le monde ne sait pas. Donc, on peut être amené. Donc, la codification, c'est une des garanties que l'État doit offrir aux opérateurs économiques pour qu'ils ne se trompent pas. Ensuite, il faut que toutes les dispositions de la loi soient connues. Alors, toutes les dispositions de la loi, eh ben, c'est ce qu'on appelle l'opposabilité des textes. Vous savez que les textes juridiques, quel que soit leur statut,
que ce soit la loi organique, que ce soit la loi simple, que ce soit les décrets présidentiels, les décrets exécutifs, etc. Et je vais jusque donc au texte le plus petit, hein, la circulaire explicative du président d'APC. Si ce n'est pas publié, ça n'est pas opposable. C'est l'article 4 du Code civil qui précise que un texte ne peut être opposable à quiconque s'il n'a pas été publié un jour franc, donc il n'a pas été un jour franc après sa parution. Donc, bon, c'est un peu plus complexe, mais ce n'est pas important de connaître tous les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans ce cas-là, par exemple, il y a une aberration juridique qui existe, c'est les fameux décrets non publiables, mais bon, c'est assez particulier. Mais théoriquement, c'est une violation d'un des principes fondamentaux qui est la publication, l'opposabilité. Donc, il faut que les textes soient publiés. Ensuite, on passe au deuxième point qui est la rétroactivité de la loi. Alors, est-ce qu'il faut ou non constitutionnaliser ce principe? Si on le constitutionnalise, on risque de rencontrer des rigidités considérables. Par exemple, en vertu d'un certain nombre de principes de droits acquis, comme on dit, ou l'existence de très nombreuses situations créées par des textes qui devront être abrogés et dont on conserve éventuellement leur force probante, ça peut complexifier la situation et empêcher la mutabilité du droit. Le droit doit muter, doit évoluer, puisque l'économie évolue beaucoup, et on reproche souvent d'ailleurs au droit de n'être pas suffisamment en l'état d'accompagner l'activité économique. La rétroactivité de la loi, si ça devient un principe constitutionnel, ça risque de poser de sérieux problèmes. Alors, en droit civil et en droit commercial, c'est acquis. En droit civil, allez voir l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Donc, c'est clair. Si nous étions un pays de common law, d'un pays anglo-saxon, c'est suffisant. Ça s'appliquerait à tout le monde, à l'État comme à la personne privée, parce que c'est le même droit qui s'applique aux États-Unis. Il n'y a pas de tribunaux administratifs. Chez nous, l'héritage du droit napoléonien, nous avons un régime juridique du droit public qui fait que l'article 2, il s'applique pour les questions, les personnes privées, mais la question de la rétroactivité peut se poser lorsqu'il s'agit d'un litige qui concerne l'État ou des collectivités publiques. Alors, en droit pénal, là aussi, c'est un principe qui est général dans tous les systèmes de droit, la plupart des systèmes de droit. La loi pénale ne peut pas rétroagir, sauf si elle est plus favorable, elle est plus douce pour ceux qui la subissent. Vous êtes condamné, vous avez commis une infraction, cette infraction, une évolution du texte adoucit la peine, même si vous avez commis sous l'empire de l'ancienne loi, c'est la nouvelle loi qui s'applique. Donc, il y a rétroactivité. Et enfin, qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est le droit fiscal. Le droit fiscal, j'ai regardé un peu dans la jurisprudence française, il est arrivé très souvent qu'il y ait de gros contentieux parce que l'État décide donc de faire rétroagir des taxes et des impôts. Le droit algérien, par contre, est beaucoup plus ferme. L'article 78
dit, je le lis, nul impôt, nulle contribution, taxe ou droit d'aucune sorte ne peut être institué avec effet rétroactif. Donc, c'est un article de la Constitution. Théoriquement, l'État n'a pas le droit de faire rétroagir un impôt, une taxe, une contribution. C'est strictement interdit par la Constitution. Alors bon, je sais qu'il est arrivé où des textes fixant des dispositions fiscales ont pu rétroagir aux grandes dames des chefs d'entreprise. Mais disons d'une façon générale qu'on est en violation de la Constitution. Alors, puisque j'ai évoqué tout à l'heure la proposition de réforme concernant la liberté économique, on va voir ce que propose la commission Laraba. Alors, la commission de Laraba, elle répond de façon elliptique. C'est vrai que c'est difficile. Elle ne propose pas la non-rétroactivité de la loi d'une façon générale, mais elle introduit des éléments qu'on retrouve dans la doctrine juridique sur la question, et elle dit, afin de garantir la sécurité juridique, l'État veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer la lisibilité, l'accessibilité et la stabilité des textes juridiques. Ça veut dire tout et rien en même temps. On a botté en touche une question donc, qui permet donc de continuer à trouver des formes. Il faut respecter, les textes doivent être lisibles, il ne faut pas des textes abscons qui font qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'a voulu dire le législateur? Est-ce qu'il a voulu dire ça ou non, etc. Il faut que tous les textes soient accessibles, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, et qu'une décision du style non-rétroactivité ne doit pas remettre en cause la stabilité des textes juridiques. Alors, troisième et dernière remarque, c'est la suprématie de la loi. C'est d'abord le respect de la hiérarchie des textes de droit. Et en premier lieu, celui de la Constitution. J'ai écouté il y a quelque temps le webinaire d'un très bon constitutionnaliste qui avait attiré l'attention sur quelque chose de réel. Vous savez, je connais bien les tribunaux pour avoir été magistrat, pour avoir été justiciable, etc. Et je me rends compte que, d'une façon générale, les avocats, dans leurs affaires, recourent rarement, dans les différents éléments de leurs argumentaires, à la Constitution. C'est-à-dire, on fait comme si la Constitution n'était pas un texte qui s'applique, etc. Or, il faut qu'on comprenne une fois pour toutes que la Constitution, c'est la source de tout système juridique. Et d'abord, on doit pouvoir Alors, est-ce qu'on peut imaginer que le juge qui est saisi s'autorise à écarter l'application d'une loi claire et opposable? Et pourtant, je vous assure que j'ai vécu cela. Je peux vous donner un exemple. J'étais en conflit avec un ministre qui a mis fin à mes fonctions. J'ai saisi le Conseil d'État en rappelant que ce qu'on me reprochait relevait du droit civil, du droit social plus exactement, et que le droit social et la chambre sociale n'était pas compétente pour traiter de ce sujet, eu égard au caractère public des deux antagonistes, c'est-à-dire moi qui étais fonctionnaire et le ministre qui est un agent public. Eh bien, j'étais convaincu que le Conseil d'État allait me donner raison, et le Conseil d'État a débouté en disant que c'est le droit civil qui s'applique. C'est totalement aberrant, mais ça existe, c'est un des éléments. Et on a vu très souvent cela en droit. Alors, pour moi, je vais rêver un peu à haute voix. Je pense qu'il y a un espoir, c'est la fameuse
exception d'inconstitutionnalité de la loi sur saisine d'un citoyen à l'occasion d'un procès. Alors, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, ça date de 2016. Je sais que Nebni, avec lequel donc je fais partie du collectif Nebni, et Nebni avait été sollicité pour l'enrichissement de la Constitution. Et donc, Nebni a proposé d'introduire cette exception d'inconstitutionnalité. On va en parler rapidement parce que je pense que c'est un espoir pour les chefs d'entreprise d'une façon générale, les partenaires sociaux, les représentants d'une façon générale. Ça veut dire en clair, si à l'occasion d'un procès quelconque, on vous oppose un article que vous considérez comme étant inconstitutionnel, qui remet en cause vos droits constitutionnels, entre autres la liberté de commerce et d'industrie. Voilà, prenons cet exemple. Eh bien, vous pouvez, par le biais soit auprès de la Cour suprême ou du Conseil d'État, dire « Mon droit constitutionnel est remis en cause par un article qui est contraire et inconstitutionnel parce qu'il remet en cause un droit fondamental. » Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel peut être saisi pour s'exprimer. Alors, ça peut être théorique. Je suis allé voir sur le site du Conseil constitutionnel cette possibilité pour le citoyen de saisir le Conseil constitutionnel dans cette situation particulière a été utilisée 4 fois depuis, d'après les différents arrêts produits par le Conseil constitutionnel. Il a été 4 fois. Sur les 4 fois, il y en a 3 fois c'était du pénal et la 4e fois c'était je crois du civil. Ce qui est sûr, c'est que sur les 4 situations, j'ai vu 2 situations où des dispositions légales ont été annulées. Parce que le Conseil constitutionnel peut annuler des dispositions légales parce qu'il les considère comme inconstitutionnelles. Donc, c'est en général, pour s'interroger sur la constitutionnalité d'une loi, vous savez, il y a le président de la République qui peut saisir le Conseil constitutionnel, le Premier ministre, les présidents des chambres et au moins 20 députés qui se réunissent, qui signent un truc. Là, depuis 2016, il y a aussi la possibilité pour les citoyens à l'occasion d'un... Et je me dis que si les partenaires sociaux se mobilisent et qu'ils apportent, que des juristes apportent la démonstration qu'une disposition de la loi est en violation d'un principe fondamental et celui que j'ai évoqué, c'est-à-dire la liberté de commerce et d'industrie, est un principe, si les juges constitutionnels jugent qu'il y a effectivement violation, il y a une possibilité de faire avancer la loi. Alors pour ça, il faut donc rétablir l'autorité, la suprématie de la Constitution, et l'expérience des 20 dernières années a démontré qu'on a violé allègrement la Constitution. Alors ce n'est pas le petit juge constitutionnel qui va pouvoir... Par contre, il faut que le Conseil constitutionnel soit sollicité. Bon, en 4 ans, je suis allé voir le Conseil constitutionnel français sur cette exception d'inconstitutionnalité à l'occasion d'un procès. Il y a des centaines et des centaines d'arrêts qui sont... Et je vais vous dire une chose, cette exception d'inconstitutionnalité à l'occasion d'un procès, elle date du gouvernement. C'est M. Sarkozy qui l'a introduit dans la Constitution française. Hein. Ce n'est pas si vieux que ça. En Algérie, depuis 2016, on a pu penser que les juristes, à l'occasion de procès, auraient pu utiliser plus souvent cela. Il faut aussi
que les citoyens, et en particulier les partenaires sociaux de l'entreprise, s'approprient cette possibilité de neutraliser des dispositions légales contraires à la liberté économique qui, elle, est reconnue par la Constitution. Je vous remercie de votre attention. Merci Mahrez, merci beaucoup pour cette qualité de ta présentation qui est technique et qui est très approfondie par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. Par exemple, sur le plan de l'investissement aujourd'hui, quelles sont, c'est-à-dire ma question, j'ai une question d'abord. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Oui. que la réglementation, c'est-à-dire la réglementation ou la politique ou le code de l'investissement facilite, si tu veux, facilite l'investissement privé-public ou privé-étranger en Algérie sans qu'il y ait, c'est-à-dire des contradictions sur le plan, pas des réformes, mais sur le plan déjà entre l'investissement, au moment de l'investissement, au moment quand la loi elle est pendue, et après comment que l'investisseur se retrouve dans une difficulté, sauf s'il est, si tu veux, partenaire avec un groupe national. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui la différence entre le privé et les entreprises nationales. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas cette difficulté que vit le privé. Voilà ma question, et il y aura une deuxième question juste après. Très bien. Alors, ce qui est sûr, c'est que lorsque l'Algérie n'est pas en autarcie, donc lorsqu'elle fait des dispositions, et aujourd'hui plus que jamais, la crise des finances publiques fait que on va observer, on va voir deux choses essentielles. D'abord, il y a des possibilités de mobilisation de ressources qui étaient négligées jusqu'à présent. On ne se fichait pas trop de ce que les émigrés peuvent contribuer. Vous avez deux pays voisins qui, avec une diaspora beaucoup moins importante, fournit à l'Algérie des ressources en devises beaucoup plus. J'ai eu à faire une étude sur la question, un benchmark entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie il y a quelques années. Donc mes chiffres ne sont pas très à jour, mais disons il y a 3 ans, le Maroc, la diaspora marocaine apportait bon an mal an entre 7 et 8 milliards de dollars par an de contribution. Tandis que la Tunisie, c'était à peu près 4 milliards et l'Algérie, c'était 2 milliards et c'était grâce à l'occasion d'un accord entre la BERD et la banque algérienne, la banque, la Badr, parce que nos émigrés, les retraités, vous le savez qu'il n'y a pratiquement plus d'émigration formelle, ramenaient bon an mal an 2 milliards de dollars, mais ces 2 milliards de dollars étaient récupérés immédiatement et ils allaient rejoindre le marché noir. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, comment on appelle ça? Rappelle-moi parce que là je me suis un peu éloigné de ta question. Je t'entends pas. Voilà. Ma question, Mahrez, est simple. C'est-à-dire que pendant l'investissement, où la loi elle est pendue, par exemple, comme la loi complémentaire aujourd'hui, et après, pour essayer de récupérer le coût de l'investisseur, c'est un petit peu compliqué sur le plan juridique. Parce que, en fait, c'est ce que je voulais dire ensuite, je me suis un peu éloigné. En fait, lorsque nous faisons des lois, on sait qu'on est observé, notamment par les potentiels investisseurs étrangers. Donc, on est obligé de respecter ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les items, etc. On essaye de les respecter. Mais dans la pratique chez nous, c'est que
nous avons quelque chose qui est absolument rédhibitoire, c'est le poids de la bureaucratie, qui peut annihiler tout ce que l'État peut éventuellement, tout ce que la loi peut éventuellement accorder aux investisseurs. Et puis, tout le monde se plaint. Je parlais tout à l'heure du PRE, du programme des réformes. Partout où j'ai été, les gens se plaignent ils ont des droits, mais ils ont en face d'eux un véritable léviathan qui refuse absolument tous les droits qui sont concrets. La grande crise dans notre pays, c'est qu'on est incapable, j'aurais dû le rajouter dans les différents éléments que j'ai évoqués, c'est qu'on est incapable de faire respecter des droits qui existent. Donc ça, c'est un élément, parce que si tu regardes, tu sais, les critères d'investissement, c'est pas compliqué, hein, tu sais, on regarde d'abord les réglementations gouvernementales, comment elles se présentent, la stabilité politique, l'accès au marché, les risques liés au change, les facilités pour le rapatriement des capitaux. Je veux bien venir mettre de l'argent, mais je veux savoir comment ça va se passer lorsque je récupère, que ce soit à l'occasion de l'évolution de l'entreprise dans laquelle j'interviens, ou carrément dans le rapatriement, pas que des capitaux, le rapatriement des dividendes, etc. Et on le sait, je suppose que vous avez parmi vos membres des gens qui doivent se plaindre de ça. Moi, j'avais discuté avec pas mal de gens de la chambre algéro-française. Ils sont unanimes à se plaindre de toutes les difficultés qu'ils ont à pouvoir rapatrier. D'un autre côté, on a vu des choses absolument horribles. Je crois que ce qui est intéressant et ce qui va nous poser des problèmes, c'est ce que nous découvrons à travers les procès économiques de ces dernières années. C'est-à-dire qu'on a beau avoir de l'expertise, on n'aurait jamais pensé que ça atteignait ce degré. Donc maintenant, la question de savoir, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir rétablir cette... oui. Mahrez, j'ai une question de Jamal Abdallah. Alors, il me dit, quelles sont les instances dédiées à ce travail de mutabilité de droit, voilà, de droit dans l'économique, si tu veux. Oui. Est-ce que tu peux répondre à ça? Oui. En fait, la particularité de notre pays, c'est que si tu étais un juriste étranger ou plutôt un consultant, pas nécessairement un juriste, et que tu regardes l'armement juridique institutionnel de ce pays, tu dis qu'on est très avancé. Mais dans la pratique, nous avons énormément de coquilles vides. Exemple, on devrait pouvoir intervenir auprès prenons un exemple, le Conseil économique et social. Le Conseil économique et social, il est censé faire se rencontrer les différents partenaires, économiques et sociaux pour faire avancer la norme juridique d'une façon générale. Or, il n'y a rien qui se fait. Prenons l'Assemblée nationale. Elle est dotée de prérogatives de réfléchir, d'appeler. Est-ce que l'Assemblée nationale fait des commissions? Est-ce qu'elle réunit des acteurs? Est-ce que des décisions sont prises? On a toutes les difficultés du monde. On a l'impression que vous êtes dans une institution intermédiaire. Je suis dans des associations. Toutes les difficultés du monde à disposer de projets. Les projets, on les cache. On les cache plus brusquement et apparaissent. Quel débat il y a? Il existe des institutions qui permettent aux gens de faire avancer les choses. Mais ce sont des coquilles vides. Très bien. Mahrez, je vais te poser deux questions. Tu en prends note. C'est Morad Berri qui les pose. Bon, la première, c'est une suggestion parce qu'il parle sécuriser c'est-à-dire sécurité juridique.
Oui, D'abord, c'est l'autonomie, la raison de l'administration. oui, L'administration, c'est-à-dire, elle a cette force juridique et en plus, elle a cette force de bloquer aussi de bloquer la personne qui est en face d'elle. oui. Euh, Après, la deuxième question que Morad pose, c'est On pose la question, je n'ai pas très bien compris cette question. alors, c'est pas, sa question, c'est en même temps une remarque. C'est-à-dire que maintenant, il dit que pour lui, parler de sécurité juridique, il faut Oui, d'abord l'autonomie de l'administration juridique. C'est-à-dire que l'administration doit avoir un pouvoir à gérer, par exemple, des opérations d'investissement, comme l'on dit et tout. Et des fois, on est en face de quelqu'un, alors que tu as raison, tu as les textes et tu as les trucs avec toi, et il n'arrive pas à comprendre ou à te suivre. Et ça arrive d'accord. souvent. Voilà, ça arrive souvent. La deuxième question, et il dit que le recours à la dévaluation du dinar Oui, euh, pèse loin sur le PIB, qui va affaiblir la consommation. Nous sommes en pleine dévaluation, c'est-à-dire il parle pour lui, la dévaluation du dinar est un petit peu, c'est en train de s'accélérer, si tu veux. On oui. était à 6,5, on monte à 7,5 et on pense aller finir avec 10 ou 11 chaque mois. Donc, on va finir à. Et lui pose la question c'est-à-dire sur la baisse de la consommation vis-à-vis de cette dévaluation. C'est Voilà, d'évaluer. pas de questions sur D'accord, lesquelles. Merci. d'accord. Alors, pour la première question, la première remarque, euh, on a dit tout à l'heure, j'avais dit, l'administration doit être équidistante et respecter un certain nombre de règles pour permettre aux acteurs économiques de ne pas profiter de situations j'ai parlé donc de juste répartition, de juste accès à l'information économique, de réagir vis-à-vis de la concurrence déloyale, etc. Le rôle d'arbitre est essentiel. Dans la pratique, nous avons en face de nous une administration qui n'est pas du tout dédiée à l'activité économique. C'est ce que j'aurais dû dire tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai parlé de rupture en 89, la loi, la constitution de 89 qui a fait un sort, toujours juridiquement, qui a fait un sort au socialisme, à l'étatisme, mais dans la pratique, nous avons les mêmes appareils, les mêmes outils qui sont utilisés pour les mêmes personnes qui n'ont pas la culture de l'économie de marché. Donc, théoriquement, toute loi qui doit être prise, elle doit être d'abord au départ, on réfléchit. Marek, Oui, pardon. s'il te plaît, il y a beaucoup de questions. Je voudrais qu'on aille vite sur les D'accord. réponses. Alors, j'ai D'accord. une Donc, question ce que là. je veux dire que le gros problème pour la Oui, première réunion, le gros problème, c'est que nous avons une administration qui n'est tout à pas fait. du tout D'accord. dédiée à l'économie de marché. Ça, c'est clair, Alors, c'est un handicap. une question de Sahbi Othmani. Je pense que ça a une relation avec le commerce extérieur, avec le financement extérieur. Oui, Lui, il dit un Algérien qui achète à l'étranger une action ou plusieurs actions dans une oui, entreprise établie à l'étranger, par oui, exemple, il achète une action chez Carrefour, est-il oui, soumis à une autorisation préalable, quel que soit le montant? Exemple, j'achète une action chez Carrefour à 200 euros ou j'achète chez Bouygues à 16 000 euros, à 17 000 euros. mais Avec la ça, loi, oui, à mon avis, ça a un lien avec le statut de l'argent qu'il utilise pour payer. Comment il fait pour transférer et faire ses paiements? oui, C'est donc une question qui a un rapport avec la possibilité de justifier la sortie de l'argent du territoire national. Comment, c'est la seule réponse que je peux donner. d'accord. Alors, par rapport à l'attraction des IDE, là, c'est Mahrez Rami qui pose la question. Mhm. Par rapport à l'attraction des IDE, vous Oui, comparez entre opter pour les agences de promotion de l'investissement
et pour les accords bilatéraux? Alors, ça, c'est une question très technique. Je suis sûr que c'est Rami connaît les questions, ce genre de questions. Je ne peux pas y répondre. Je ne sais pas. Sincèrement, je préfère ne pas dire de bêtises. C'est un point technique trop pointu. Technique, oui, Rami, il est un peu. Voilà, bien. Oui, Monsieur je Rami, sais qu'il est fiscaliste et donc, d'accord. Alors, deuxième. Alors, concernant. Là, c'est une question qui vient au source de ça jour. Alors, concernant la plus-value de cession d'actions dans une entreprise, est-ce que le fait de céder juste l'usufruit sur une période supérieure en termes à 30 ans, on va dire louer l'action dans une autre longue période sans le céder est un contournement frauduleux de la loi qui sert à éviter de payer la fiscalité sur la plus-value de la cession. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui a une action, il veut la oui, vendre, il est en train de m'écouter, sinon Sahbi, tu m'appelles s'il y a un truc. J'ai une action et oui. depuis 30 ans et que je garde, c'est-à-dire que je voudrais la revendre. À un certain moment, je voudrais pas qu'elle soit fiscalisée, si tu veux. D'accord? Et là, il dit la contourner frauduleusement par la loi qui sert à éviter de payer la fiscalité sur une plus-value de cession. Sincèrement, je ne comprends pas la question. Comment est-ce on détourne frauduleusement la loi? Oui, Euh, Eh bien, on détourne frauduleusement la loi. Si on s'en rend compte, on est passible je sais pas, je ne comprends pas. C'est peut-être trop pointu, mais si on veut détourner frauduleusement la loi, on a un aveu de fraude dans la définition de la question. alors, il y a Fernando. Est-ce que la loi de finances a amélioré cette sécurité juridique, notamment par rapport aux entreprises étrangères? Fernando, c'est Euh, notre secrétaire général, hein. alors, la loi de finances complémentaire a adouci quand même la question. Je suppose que c'est en rapport avec la 49-51, la fameuse norme 49-51. Ça adoucit effectivement, puisque, bon, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en matière de droit de propriété, la propriété foncière est interdite aux étrangers. On ne peut pas acheter un terrain, un immeuble, lorsqu'on n'a pas la nationalité algérienne. Oui. Toutefois, il y a des mécanismes qui permettent éventuellement les fameuses concessions emphytéotiques, etc., qui permettent donc de faire face à cela. La réduction du droit d'investir, qui est aussi une part du droit de propriété, par la fameuse règle des 49-51, a été levée un tant soit peu dès lors que seuls certains secteurs considérés comme stratégiques demeurent dans l'application de cette fameuse règle. Maintenant, on n'a pas encore précisé quels sont ces secteurs. On a donné quelques éléments, mais on n'a pas encore précisé de manière, comment dirais-je, limitative ce qu'est un secteur. C'est un des éléments essentiels. Le secteur, qu'est-ce qui est stratégique? Il y a quelques éléments qui sont prévus, mais bon, jusqu'où ça peut aller, ça c'est une autre question. Bon, Sahbi qui revient à la charge, il te dit, moi, je peux payer l'action avec ma location touristique. Par exemple, il a 130 euros, il va acheter une action. Il te dit, est-ce qu'elle est. La question qui a été posée d'abord, c'était est-ce que ça pouvait être imposable ou pas. Ça, c'est sur le plan fiscal. Où ça? En Algérie ou Ben, en Algérie, oui, il dit en Algérie. Il avait dit que c'était en Algérie. Est-ce qu'elle est imposable en Algérie ou pas? Bon, c'est des questions un petit peu. Ça, c'est du droit technique, c'est-à-dire il faut vérifier s'il y a des accords bilatéraux, si c'est protégé par une règle de non-double imposition, etc.
Pour pouvoir répondre à cette question, il faut vérifier le droit applicable pointu sur ça. Hein. D'accord, ok. Nadir, si tu m'entends, s'il te plaît. Nadir? Non, il m'entend pas. Je suis là, mon cher. S'il te plaît, la question, Sahbi demande le micro, donne-lui s'il te plaît, comme ça au moins il pourra s'expliquer. Très bien. Donne-lui le micro, comme ça il pourra nous expliquer sa question qui est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Tu m'entends? Oui, merci Nadir. Il n'y a Vous pas de problème. m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, très bien. Alors, Ça, mes deux questions étaient très simples, tu les as compliquées, Hafiz, tu les as tordues. Vas-y. Bon, je Voilà. t'en tiens par rigueur. Je vais les Vas-y. expliquer. La première Vas-y, question est très simple. Concernant les achats pour des actions à l'étranger, on peut sortir de l'argent en prouvant l'origine, évidemment, de 2 000, 3 000, 7 000 euros, etc. Si on a ce justificatif, est-ce qu'on peut le faire valoir pour acheter ou constituer même une société à capital de 3 000 euros à l'étranger? Oui ou non? Et cette société peut lever des fonds, lever du crédit à l'étranger. Est-ce qu'on est, encore une fois, soumis à une fraude ou pas? Et ma deuxième question, comme ça je rends le micro, qui n'a rien à voir avec la première, mais qui était sur un cas d'espèce que j'ai rencontré une fois. Quand il s'agit de payer une fiscalité sur la plus-value de cession d'une action, à l'étranger, il y en a qui louent les actions à longue durée, comme s'ils les avaient vendues, mais sans céder la propriété. En fait, c'est comme si on cédait l'usufruit, mais est-ce que c'est un contournement de la loi ou pas? Puisque ce n'est pas une cession, c'est une location. On loue sur une très longue période, comme si c'était un terrain loué sur 100 ans. C'était une question simple. Voilà, merci. Merci, merci Sahbi. Très bien. Alors, pour ce qui est de l'achat à l'étranger, j'ai la même réponse. J'ai à peu près compris ce qu'avait dit Hafid tout à l'heure. À partir du moment où on peut justifier le transfert donc des sommes allouées à cet achat, il n'y a aucune espèce de raison de ne pas le faire. En tout cas, à ma connaissance. Mais lui, il dit, lui aussi, sa question, c'est deux en un. C'est-à-dire, il prend l'argent, il sort l'argent officiellement, il va à l'étranger, il achète une action et en même temps, il veut ouvrir une société à l'étranger. Oui. Comment il prend l'argent? C'est les justificatifs. C'est-à-dire, il transfère 3 000, il transfère 2 000 euros, il achète des actions. Oui, mais pourquoi il les transfère? Comment il peut les transférer? C'est ça la question. Il y a bien un motif pour pouvoir les transférer. Si il utilise le motif n'est plus en rapport avec l'objet de la transaction, il y a un problème. Il peut y avoir un problème. Mais si il dit je vais acheter des actions et que c'est accordé par l'administration, encore une fois, on est vraiment à la limite de la liberté d'investir là. C'est vraiment une question qui est symptomatique de la faible liberté d'investir dans le pays. Parce que la question, c'est de savoir où est-ce qu'on est en infraction, où est-ce qu'on n'est pas en infraction. Effectivement, maintenant, je comprends ce que tu disais tout à l'heure à propos. Le deuxième point. Oui, la fiscalité. La location c'est-à-dire il achète une action, il la loue, la louer sans pouvoir, c'est-à-dire payer. Si la loi l'autorise, ça n'est pas une infraction. La loi autorise, si la loi autorise de louer l'action, on ne peut pas lui reprocher d'avoir utilisé une disposition légale. C'est simple que ça. Voilà. Ouais. Dommage que Sahbi est parti parce qu'il y aurait eu la double imposition sur celui qui a l'action et sur celui qui a loué l'action, il y aurait une double imposition. Par contre, il y a une bonne pas question, mais une intervention toujours de Monsieur Rami, non, Morad Beri, je crois, c'est Morad Beri, c'est Morad Beri qui est très intéressante. Justement, il parle de la décentralisation sur les maires, les chefs de daïra et les walis. La décentralisation, parce que dans la Constitution, on parle de la décentralisation et en même temps de la force juridique.
C'est-à-dire qu'on donne le pouvoir à un maire aujourd'hui d'accepter un investisseur, de lui louer le terrain, de lui donner un terrain, de lui donner une facilité. Est-ce que ça, en dehors de l'ANDI, est-ce que ça peut faire cas, c'est-à-dire dans la nouvelle constitution ou la nouvelle réglementation? Dans les propositions qui sont faites par le comité ou la commission à la Rabat, on dit que l'État algérien fonctionne, de mémoire comme ça, fonctionne selon les règles de la décentralisation et de la déconcentration. Bon, le principe est là, dans la future constitution. De toute façon, dans la pratique, on a toujours mis en avant les deux principes de décentralisation et de déconcentration. Alors, en fait, ce n'est pas que des thèmes techniques. La déconcentration, ça veut dire qu'on donne plus de pouvoir aux fonctionnaires locaux. La décentralisation, on donne le pouvoir aux élus locaux. Aux élus locaux, c'est ça. Bon, donc, souvent, on dit quand on va donner des pouvoirs au wali, est-ce que c'est de la décentralisation? Certainement pas. C'est de la déconcentration technique. Donc, le problème, c'est de pouvoir dire la Constitution autorise la décentralisation. Maintenant, ça devient une question de négociation entre les pouvoirs centraux et ce qu'on reconnaît comme vrai pouvoir aux collectivités locales, pas à la déconcentration, collectivités locales. Très bien. Il y a une autre question qui est un petit peu, pas technique, mais c'est toujours M. Rami qui la pose. Pour une société étrangère qui viendrait investir en Algérie sur l'achat et revente. Donc, elle paie ses impôts et puis il y a les dividendes, c'est-à-dire ils sont obligés d'être réinvestis en Algérie ou gardés en Algérie. Oui. Il dit sa question, est-ce que cette interdiction devrait être levée? Je vous réponds, M. Rami, d'abord que pour moi, je suis tout à fait d'accord qu'elle soit levée parce qu'on ne peut pas créer un climat de confiance sur l'investissement en Algérie, qu'il soit producteur ou qu'il soit importateur, exportateur, et tout ça, normalement, doit être à échelle légale internationale. Il y a des standards internationaux, il y a des possibilités après pour les investissements, pour quelqu'un qui est en train d'importer ou d'exporter, de créer des entreprises en Algérie, et ça devrait être levé. Mahrez, à toi, oui, mais pour compléter, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour compléter, ce que je veux dire, c'est que ça dépend aussi de la position de l'État par rapport qu'est-ce qu'il veut, jusqu'où il est prêt à consentir pour attirer les investissements. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne viennent pas faire des actions caritatives. Ils viennent gagner des sous. Et le principe, c'est dans la négociation, c'est de savoir jusqu'où aller en concession pour pouvoir attirer l'attention. Et parmi les éléments, je l'ai dit tout à l'heure, le rapatriement des capitaux, la possibilité, la facilitation plus ou moins importante de rapatrier les dividendes, les droits pour ce qui concerne le capital humain, la possibilité ou non d'importer de la main-d'œuvre. En général, ça fait hérisser les cheveux. Comment moi, j'ai des chômeurs et je ramène. Et pourtant, il suffit d'aller dans les inspections du travail pour voir combien il y a de Chinois sans qualification qui sont. Et pourquoi on accepte ça? Parce qu'il y a des normes de travail, désolé pour nos concitoyens, mais le chinois a un taux de productivité autrement plus élevé que le maçon algérien. Merci beaucoup, Mahrez. Merci pour ton intervention. Merci pour ta participation. Et voilà, je te laisse le mot de donner un mot. Voilà, vas-y. Non, moi je pense que j'ai été moi-même très content de contribuer à ce, je ne sais pas comment vous le dites, moi je dis webinaire, mais j'ai vu que… Non, oui, en espagnol. ou quelque chose comme ça, oui, voilà, d'accord, je suis content.
compte pas être le seul. En tout cas, voilà, j'ai été très heureux donc de contribuer. Merci à Jamel de m'avoir invité. Merci, merci Mahrez, merci beaucoup. Ça a été vraiment un régal. Donc, je vais me permettre de te tutoyer. Donc, tu as bien expliqué le paradigme de la libération économique, comment libérer les initiatives. Ça a été vraiment bien présenté techniquement et aussi bien expliqué. Donc, la sécurité juridique, c'est très important. Donc, les gens commencent maintenant, je suppose, à faire la différence entre la stabilité et la sécurité juridique. Moi, j'avais lu quelques papiers avant ce Wibayuno. Ça s'appelle Wibayuno en fait. Wibayuno parce que les petits déjeuners qu'on faisait avant, et je crois que tu as assisté une ou deux fois chez nous, des petits déjeuners. Voilà, donc on a un peu maquillé le truc et on l'a appelé Wibayuno. Voilà. Très bien. Ben voilà, merci beaucoup, Si Mahrez. Merci beaucoup pour avoir donc, répondu favorablement à cette invitation. J'espère que tout le monde a profité donc, de cette intervention. Et on donc chaque mardi à proposer donc Wibayuno. Et chaque mardi, on va essayer d'exploiter un peu le texte que nous avons donc soumis au Premier ministre, dans lequel donc il y a un certain nombre d'ajustements et de réformes. Et chaque fois, on viendrait avec, on va dire, un point, une thématique qui va soulager un peu l'économie nationale. Merci beaucoup. C'était comme ça. Ça a été. Merci à vous. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Bientôt, au revoir. Au revoir.